Ravi de vous revoir. On va parler maintenant de la souveraineté économique partagée, de la coopération publique-privée. Et j'accueille à mes côtés, asseyez-vous, je vous en prie, prenez place. J'espère que vous vous êtes bien, que vous vous sentez bien. Ces canapés sont magnifiques cette année, on a choisi une couleur extraordinaire. Delphine Damarzy, vous êtes présidente, directrice générale d'Euronext Paris, membre du directoire groupe d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Mehdi Gmar, vous êtes directeur général délégué à l'innovation au CNRS. Bonjour Mehdi. Bonjour. Et Jérôme Lopez, notre régional de l'étape. Bonjour Jérôme, vous êtes président de la CPME Isère et président de la CPME Isère, je ne vais pas écorcher non plus, et président de Styleco à Villars-Bonnot. Vous êtes venu en voisin. Et c'est aussi la preuve que les problématiques que nous allons évoquer vous concernent et nous concernent localement. Alors de quoi on parle quand on parle de souveraineté économique partagée? De quoi on parle concrètement? Je vais rejoindre mon petit fauteuil préféré. J'ai une vue extraordinaire sur la salle. L'idée, ce n'est pas bien sûr de se couper du monde, mais de faire avec les nouvelles règles du jeu, parfois de les créer, quand les règles qui existent ne sont pas satisfaisantes, d'en proposer d'autres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le mieux, c'est quand même de ne pas subir les règles des autres. Et pour permettre ce lien constant avec le public, qui va nous permettre de refonder une souveraineté économique partagée, j'aimerais bien que vous me disiez ce que c'est pour vous que cette souveraineté économique partagée. Delphine, je peux commencer par vous? Allez-y, oui. Eh bien, je commence par vous. En un mot, pour moi, une souveraineté économique partagée, c'est donner aux acteurs des projets et aux investisseurs une place de financement forte en Europe pour ancrer les entreprises et leur développement sur notre terrain. Merci Delphine. Mehdi, l'exercice de la définition. On dira qu'il n'y a pas de souveraineté économique si au départ il n'y a pas une souveraineté autour de la recherche. Et sans une recherche fondamentale forte, mondiale, excellente, effectivement, on n'a pas le début de l'histoire dans certaines innovations dont dépend notre souveraineté de demain. Merci Mehdi. Jérôme? Je compléterai la souveraineté économique, c'est tout ce que vous avez dit. Mais souvent, quand on parle de souveraineté économique, on fait le côté réducteur de produire. Non, la souveraineté économique, c'est un tout, c'est former, recruter, financer, entretenir, et c'est le monde de notre tissu de PME. Bien, alors quand on parle de souveraineté économique partagée, quand on parle de financement, c'est évidemment pour aller de l'idée originale au champion et organiser le passage à l'échelle, c'est-à-dire faire d'une excellente idée, voire d'une start-up, un groupe, et pourquoi pas autre chose, un grand groupe, voire international. Mais le problème européen, c'est pas tellement l'innovation, c'est plutôt l'industrialisation. La question que je vais vous poser à tous les trois, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Alors je fais un constat, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour passer à l'échelle? Mehdi, d'après vous, qu'est-ce qui manque? Alors je dirais peut-être pas ce qui manque, mais ce qu'il faut compléter et ce qu'il faut accélérer. On est vraiment dans cette idée que l'accompagnement des collègues qui sont dans les laboratoires, qui vont commencer à développer des idées, qui vont ensuite monter en technique et en valeur, eh bien à un moment, il faut qu'il y ait un relais qui soit pris qui permette d'accélérer cette industrialisation, cette preuve de concept, changer de TRL, de niveau de technicité. Et je pense qu'on a besoin de trouver des financements à toutes les échelles. Et cette accélération, elle passe par effectivement aussi un accompagnement humain, donc développer des écosystèmes. Et c'est vrai que ici à Grenoble, et le Tech Fest c'est un bon exemple, la notion d'écosystème est importante, mais il faut renforcer et accélérer cette notion d'écosystème, des histoires d'hommes et de femmes qui contribuent à ça, et un pendant qui est le financement. Jérôme, on a parlé d'hommes et de femmes, on a parlé de localisation. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mehdi? C'est ça pour vous, l'accompagnement? Oui, je suis d'accord, mais effectivement, ici, on est dans un endroit où on rencontre énormément de startups qui cherchent à passer à l'étape d'après. Et qu'est-ce qui les bloque? Qu'est-ce qui les embourbe? Qu'est-ce qui leur fait perdre du temps? C'est un peu notre lourdeur de notre système. Alors que quand on parle de comment on fait pour passer à l'échelle, l'échelle, c'est quoi? C'est avant tout deux montants qui montrent l'objectif, qui permettent de monter la direction. Ces montants, ça peut être des grands groupes, des financeurs. Et puis, pour la gravir, cette échelle, il faut de nombreux barreaux. Et les barreaux, ce sont un peu tous les métiers, toutes les composantes, ce que je disais tout à l'heure, toutes les composantes que représentent nos PME, former, mettre en relation les PME sous-traitance, et puis gravir, chacune fabrique une brique pour arriver au produit final. Donc, pour aller plus vite, pour pouvoir monter cette échelle,
il faut aussi de la simplification administrative, de la simplification des process et de la mise en relation. On est un territoire bien coordonné, mais on voit bien que même sur notre territoire qui a des atouts fantastiques, ça prend quand même encore du temps. Alors, si je vous écoute tous les deux, et cette question, elle est pour vous, Delphine, le financement ne suffit pas, mais pourtant, sans financement, on ne peut même pas se poser la question de savoir si on va passer à l'échelle à un moment ou à un autre. Absolument, et donc la bourse, c'est un lieu où on fait se rencontrer les projets de ceux qui ont des idées et pas d'argent, et les capacités d'investissement de ceux qui ont l'argent mais qui ne veulent pas le faire eux-mêmes. Vous me demandez ce qui manque. Je pense qu'il nous manque sans doute de croire en nos forces. On nous objecte souvent les contraintes et les difficultés et tel ou tel désavantage comparatif de l'Europe par rapport à d'autres territoires. La réalité, c'est qu'on a énormément de potentiel. On a une épargne considérable en Europe. On n'est pas les plus forts pour l'orienter au bon endroit. Donc la bourse fait partie des lieux qui permettent de faire cette adéquation. Et pour ça, il faut que l'ensemble des acteurs fassent des beaux projets et les financent bien. Et je le dis, c'est très basique, hein, mais c'est simplement arriver avec des entreprises qui sont prêtes, qui ont été accompagnées pour cette étape importante, cette étape qui va leur permettre de passer véritablement à l'échelle. Et en face, des investisseurs qui ont pu les rencontrer en amont, qui ont pu s'ouvrir à ces projets et qui vont être présents au moment d'une étape qui est très importante, qui est l'introduction en bourse. Et pour la suite, assurer ce point très important de passage à l'échelle, qui est la liquidité du projet. Et ces forces, elles existent. On parle énormément d'un concept qui est le continuum de financement. C'est ce passage de relais. On a parlé de passage de relais dans la recherche à l'étape d'industrialisation. Ce passage de relais, il existe également dans la finance. Depuis le projet qui a été autofinancé jusqu'à l'ouverture du capital à des capitaux de private equity, par exemple. Et ensuite, il va falloir trouver comment continuer à poursuivre la croissance de l'entreprise. Et pour un certain nombre d'entre elles, garder leur indépendance stratégique veut dire recourir à la bourse. Alors, on parle de bourse. Dites-nous en quelques mots ce que représente Euronext aujourd'hui et ce que vous représentez ici, Delphine. Alors, Euronext pèse 7 trillions de capitalisation des entreprises cotées. Alors, ce n'est pas la capitalisation d'Euronext qui est plus modeste. Non, ce n'est pas votre fonds. Voilà. Mais c'est l'ensemble des entreprises qui sont cotées sur les différentes places d'Euronext, parce qu'on fédère 8 bourses. Il y a 1900 entreprises cotées. Il y en a des très grandes, très connues. Il y en a de beaucoup plus petites. Donc, on est sur l'ensemble. En particulier en France, on a des entreprises et des marchés qui ciblent des types d'entreprises très différents, depuis la PME cotée jusqu'au CAC 40, évidemment. Il y a plus de 4000 investisseurs professionnels, beaucoup plus d'investisseurs évidemment particuliers qui sont actifs sur nos marchés. Et nous sommes la première bourse européenne, tout simplement, grâce à cette fédération de ces 8 bourses sur un seul système, qui nous permet d'avoir à la fois les investisseurs internationaux, américains, asiatiques, européens, et puis les investisseurs locaux, les investisseurs français, les investisseurs européens de nos pays voisins, et les particuliers, qui vont fournir une diversité d'investisseurs qui est la particularité de la bourse. Merci Delphine. Alors on parle de coopération. Alors quand on coopère vraiment, mais vraiment, quand on coopère vraiment, il y a des règles du jeu, il y a des questions de confiance, il y a parfois des standards, il y a du partage de risques aussi. Alors on dit beaucoup en France coopération publique-privée. Ce que j'aimerais vous poser comme question, qu'est-ce qui fait que ça marche, Mehdi, ou pas d'ailleurs, parce que ça ne marche pas à tous les coups en réalité. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors je vais revenir à quelque chose d'assez basique. Ça marche parce qu'en fait, il y a de l'envie des deux côtés. Et cette envie, et notamment dans notre domaine de la recherche qui est faite dans nos laboratoires, c'est des chercheurs et des chercheuses qui ont d'abord une envie de découvrir, d'avoir des questions de science. Et ça marche quand la question de science qui est amenée par la collaboration avec l'entreprise éveille un intérêt chez l'équipe de recherche et qu'il y a une confiance. Et cette confiance et cette rencontre pour créer finalement une envie de travailler ensemble, elle nécessite de faire du foisonnement, plus d'occasions de se rencontrer. Et je donne un exemple, un chiffre très concret.
On a au CNRS et avec nos partenaires universitaires, on fait 300 laboratoires communs. Donc 300 projets avec des entreprises. La moitié sont avec des grands groupes, 150, et 150 avec des PME. Si vous ramenez 150 grands groupes ETI, c'est pas mal. 150 sur les 3 millions de PME, ETI, PME, C'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup. Comment faire plus? Eh bien, favoriser ce foisonnement pour créer de l'envie. Je pense que c'est important, et ça a été dit, et il faut toujours répéter ce que son patron a dit, ça a été dit par Antoine Petit tout à l'heure. En fait, nous, on doit donner envie de faire se créer en fait, cette relation-là. Donc je dirais que ça marche quand il y a de l'envie et que chacun fait très bien son métier et son segment de valeur. Alors, Mehdi, vous a tendu la perche, hein, Jérôme, bien évidemment, puisque en France, on sait que les PME et les TPE sont largement majoritaires. Alors, Jérôme, dites-nous, qu'est-ce qui fait que ça marche? Ou quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Oui, largement majoritaire. On est 98% d'entreprises privées à moins de 20 salariés. Donc oui, c'est une majorité d'entreprises. Mais après, il faut voir la disponibilité des chefs d'entreprise de ces tailles de structure. Leur appétence pour aller vers le changement, l'innovation. Parce que le changement, l'innovation, les anxieux ou les pessimistes vous diront bah, c'est une prise de risque. J'ai quelque chose qui marche aujourd'hui, pourquoi je vais prendre un risque? Alors que les optimistes, ils vous diront bah non, c'est un investissement pour l'avenir. Et si je reste les deux pieds dans le sabot, demain je ne serai pas là. Donc les deux ont raison. Il faut que les patrons de PME aient accès à l'information. Parce qu'après, il y a autre chose qui bloque. Et j'en ai rencontré plusieurs aujourd'hui. J'ai pris le temps d'aller visiter la majorité de nos adhérents qui sont là. Passer de l'idée du laboratoire au produit qui marche, à l'homologation, tout ça, ça prend du temps. Mais tout ça, ça ne garantit pas le modèle économique, le modèle entreprise. Celui qui a trouvé, celui qui a cherché, celui qui a mis au point, il n'a pas forcément les capacités d'être chef d'entreprise derrière. Et donc cette mise en relation, c'est aussi développer la confiance, de dire le créateur, celui qui a imaginé, celui qui a trouvé, doit garder la propriété de son invention, mais peut-être s'appuyer, s'adosser, et je crois que là on a un vrai blocage en France vers quelqu'un qui va savoir produire, manager, parce que lever des financements, c'est pas la même chose que organiser la production, organiser le marché, parce que il faut pas se leurrer, un produit c'est bien, mais s'il rencontre pas le marché et qu'on n'a pas de la commande, Ça sert pas à grand-chose. ça sert pas à grand chose. Le retour sur investissement de tous les investisseurs ne s'appuie que sur un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est les ventes. Et tout à l'heure, vous nous avez aussi dit qu'il y avait la vraie coopération quand il y a le public et le privé. Oui, Le public, c'est la commande publique. On sait très bien qu'en France, la commande publique est pas majoritaire, mais puissante. Et il faut arriver aussi à changer certains positionnements, parce qu'à force de mettre des critères, code des marchés publics et autres, parfois on en oublie juste le bon sens de dire mais pourquoi je vais acheter 10 centimes moins cher une solution qui vient de l'autre bout du monde, alors qu'on a participé, le public, au financement de la recherche et de l'innovation, on a participé à l'élaboration de ça, et c'est un tout petit peu plus cher, et le critère prix le fait tomber. Donc c'est en train d'évoluer, mais il faut vraiment aujourd'hui aussi que l'acteur public se renforce dans l'achat local, l'achat issu de la recherche française, pour éviter à nos pépites, à nos super idées qui ont été financées par des fonds de bourse, qui ont été financées par des fonds publics, c'est toujours souvent adossé, à dire ben, la valeur, il faut qu'elle reste sur le territoire. Et là, on a vraiment un vrai enjeu. alors Delphine, on voit bien que la question du financement, elle revient, qu'il soit public ou pas, le financement, il est nécessaire. D'ailleurs, pour aller vite, Jérôme, je ne me trompe pas, la rapidité est nécessaire quand on a un projet. Si on attend un petit peu trop longtemps avec le bon produit, ce n'est pas une question de produit, c'est une question de financement et tout s'arrête. Comment les bourses peuvent aider? Ce sont des lieux de rencontre, c'est des lieux de partage. J'imagine qu'on parlait de foisonnement. Il y a un foisonnement dans les labos, il y a un foisonnement à la bourse aussi. Oui, on foisonne. Alors, peut-être pour rester dans la terminologie publique et privée, la bourse n'est pas publique. On m'a pas mal posé la question aujourd'hui. On est un acteur particulier, on est un acteur régulé, mais on a nous-mêmes des capitaux privés, on est nous-mêmes, Euronext est coté en bourse. Voilà, on vit notre expérience.
Ah, Et d'accord. pourtant, c'est un acteur qui est régulé, comme je le disais, donc il va obéir à des règles du jeu qui sont définies par les pouvoirs publics et largement au niveau européen. Donc, cette première coopération publique-privée, c'est déjà que des acteurs privés du financement puissent fonctionner dans un cadre qui soit performant. Les acteurs publics, ils définissent aussi les règles d'orientation de l'épargne et c'est particulièrement important pour voir si ensuite il y a suffisamment, on va dire, de potentiel pour financer nos entreprises, quelle que soit la forme que cela prend. Alors, comme je le disais, on est un acteur un peu particulier puisque des bourses, il n'y en a pas qui font des cotations primaires, comme on dit, il n'y en a pas de 36. Et donc, on est un lieu de rencontre, effectivement, un centre, un lieu vers lequel se tournent des acteurs d'écosystème. Et notre force, c'est la force d'une place où tous les maillons doivent s'articuler. Alors, ça veut dire que ça nous donne la chance d'être force de proposition et d'organisation pour faire fonctionner le marché, pas pour interférer avec les décisions des acteurs qui sont libres et qui doivent être déterminées par évidemment leur évaluation de la situation. Donc sinon ce serait très dangereux qu'on puisse influer, mais en revanche pour créer des bonnes conditions. Donc on a par exemple un programme d'accompagnement des entreprises pour les coacher avec les acteurs de place, de manière à ce qu'elles puissent prendre connaissance en amont de ce que ça veut dire d'être coté en bourse et savoir le moment venu prendre la décision d'avancer dans ce projet en toute connaissance de cause. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait. On a aussi des forums dans lesquels on présente ces entreprises en amont à des investisseurs. On a un dialogue pour déterminer aussi du point de vue des investisseurs qu'est-ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes pour être en capacité d'être présents le jour J. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc c'est un rôle. La bourse, elle fournit un instrument technique qui est une plateforme de matching d'ordre, tout simplement, qui doit être extrêmement fiable, résiliente et rapide, et une très faible latence, des contraintes techniques. Et autour de ça, c'est aussi le lieu où il y a des humains qui se parlent entre eux et qui font en sorte que les projets avancent. Et on essaie de conjuguer les deux, la technologie et l'accompagnement et la mise en relation et en adéquation d'enjeux qui sont très différents. C'est vrai que la bourse est devenue très très tech avec le temps, parce qu'il y a même des robots qui investissent. Et ça d'ailleurs, ça peut être un petit peu désarçonnant pour les boursiers particuliers. Alors, on a beaucoup parlé d'épargne ces temps-ci, quand on s'est penché sur le budget de la France, qui a connu quelques petites péripéties ces derniers temps. On voit que l'épargne française est florissante, il y a beaucoup d'épargne. Et on se pose la question de savoir quand même ces activités qu'on veut fiabiliser, il faut les financer sur le temps long. Est-ce que vous pensez que l'épargne, c'est le levier, le seul levier parce qu'il y a une prise de risque. La question, c'est qui paye le risque? Qui paye le risque que prennent les entreprises? Et comment, avec ce risque-là, on deal, on travaille pour se garantir le temps long? Une bonne idée dans un laboratoire, Mehdi, c'est bien. Pour la passer à l'échelle, c'est mieux. Mais les personnes qui vont investir, elles aimeraient investir pour le long terme. Vaste question. Immense. Je pense qu'il y a un point important, mais je vais faire juste un petit pas de côté. On discutait tout à l'heure, on avait nos ambassadeurs de l'innovation du CNRS qui venaient expliquer en quoi c'était important et en quoi ça pouvait être dans une carrière de chercheur, ça pouvait être important, c'était bien de faire de l'innovation. Et on a posé une question à un jeune, ce qu'il voulait faire plus tard. Et il nous a dit, moi j'ai découvert que la recherche publique travaillait avec des entreprises, que la recherche publique travaillait avec créer des startups. Et ce que moi, le message que je veux faire passer, c'est que effectivement, ce financement-là, il vient du fait que maintenant, très tôt, contrairement à ce qu'on peut croire encore, très tôt, on va aller exposer nos projets à d'autres partenaires. La configuration de cette table ronde, elle est un peu... Nous, on est habitués, mais elle est un petit peu pas fréquente. Le CNRS, recherche publique, avec des financements, avec des entreprises. Il y a 10 ans, on ne l'aurait pas fait. Vous n'auriez pas invité, Tech Fest n'existait pas et n'aurait pas invité le CNRS sur cette table ronde. Ce que je veux dire, c'est que cette question de financement et de partage de risques, elle doit être posée très tôt, en fait, dans le continuum du financement. Et ce qu'on fait différemment depuis, par rapport à avant, c'est que le projet, on essaie de le regarder tous ensemble très très tôt. C'est-à-dire des investisseurs viennent voir des projets à nous très très tôt en se disant je ne vais pas investir là, j'ai besoin que ça soit dérisqué, alors souvent par du financement public, et après à un moment je vais prendre le relais. Et je pense que c'est ça qui a fortement évolué, c'est qu'on pense écosystème beaucoup plus large, on essaie de sortir de notre
cercle d'experts et d'avoir plus de moments où on va confronter cette nécessité de financement et qui va financer. Alors après, au fond, il y a toujours besoin d'argent, il y a besoin de financement public, il y a besoin de financement privé. Mais là où on a progressé et on doit continuer à progresser, c'est partager très tôt nos projets, nos idées, nos enthousiasmes. Et parfois, ça va allumer 5 à 10 ans plus tard des financements qu'on aura déjà un peu anticipés. Alors, une start-up étant même pas une PME, c'est une TPE. Elle rentre finalement dans votre scope, si l'on peut dire. On connaît le parcours d'une TPE, c'est un parcours qui est extrêmement risqué. Et là, si on parle de financement à long terme, comment on peut tenir pendant toutes ces années cette traversée du désert? C'est une question de confiance, les investisseurs doivent avoir confiance, c'est des sujets qui valent autant pour les PME que pour la bourse, qui finalement est un lieu où on investit. Jérôme, comment on gère cette confiance? Allez, je vais briser des tabous. Il y a la confiance, mais à la CPME, qu'entre chefs d'entreprise, quand on se rencontre, des fois on a envie de dire qu'avec toute la complexité qui nous entoure, pour qu'on continue à tenir le coup et à y retourner tous les matins, c'est peut-être qu'on a aussi un grain de folie. Ouais. Et il y a l'innovation qui sort des laboratoires, mais l'innovation ne se fait pas que dans les laboratoires. L'innovation, elle se fait aussi dans les TPE, PME. J'ai, à titre personnel, une expérience, c'est qu'à un moment donné, tous les patrons de PME que je me dise, mais ce que je fais aujourd'hui, le marché en aura plus besoin dans 5 ans, dans 6 ans. Tout est en mouvance. Donc il ne faut pas que je reste les deux pieds dans le même sabot. Qu'est-ce que je vais préparer comme nouveau marché demain? Et là, c'est ce grain de folie qui est de dire, je vais tenter de le financer, peut-être en m'appuyant aussi sur l'accès à des aides publiques, privées, très faciles à obtenir, avec une lisibilité parfaite de la cartographie de tous les dispositifs d'aide, avec des dossiers très simples à monter. Je fais du second degré, hein, mais voilà. Et c'est là où aussi la CPME aide un peu ces chefs d'entreprise de dire, on va déjà vous débroussailler le terrain. Moi, il y a 20 ans, je faisais de la tôlerie, et puis vous avez cité l'entreprise Styleco, l'une des entreprises que j'ai aujourd'hui. L'entreprise Styleco n'existait pas il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, tout seul, j'ai dit, allez, ok, j'ai une société qui fait du résultat, il y a besoin de combien? Alors, à l'échelle, c'est pas à l'échelle d'Euronext, hein, il y a besoin, la barrière d'entrée au marché, c'est de l'étude de marché, de l'innovation, du dépôt de brevets, et 2,5 millions d'investissements. J'ai tout porté tout seul. Et puis 25 ans plus tard, aujourd'hui, on est leader français dans ce domaine-là. C'est tant mieux. Le marché a croisé l'envie. Mais il y a la confiance, la complémentarité des réseaux. Il faut se rapprocher. Et depuis 17 ans que je m'engage à la CPME, j'ai fait de mon quotidien le rapprochement entre la recherche, l'éducation et le monde des entreprises. Parce que c'est l'entreprise qui reste fermée sur elle-même. Au bout d'un moment, elle va fermer tout court, hein. Donc il faut s'ouvrir sur le monde et avoir quand même un petit grain de folie. Ouais. Alors, s'ouvrir sur le monde, avoir un grain de folie, pourquoi pas aller chercher les marchés? Vous sentez cette prise de risque? Il y a eu des évolutions ces derniers temps. Là, sur une question de souveraineté, beaucoup de risques, beaucoup d'incertitudes avec un climat géopolitique vraiment anxiogène. Est-ce que vous le ressentez, Euronext? Alors, les risques géopolitiques ont créé une certaine volatilité qui a l'avantage d'assurer des volumes et de donner finalement du crédit à certaines thèses d'investissement. C'est aussi un message qui a poussé les investisseurs à se dire qu'il fallait qu'ils se diversifient et qu'ils se dérisquent vis-à-vis du dollar. Et puis, d'une manière générale, ça fait rentrer dans les conversations des entrepreneurs et des investisseurs une vraie réflexion sur la souveraineté. Donc, je pense que c'est un risque et une opportunité pour nos entreprises et pour nos écosystèmes européens et un bon coup de réveil. La bourse permet de gérer le risque pour 2 raisons. Elle oblige les entreprises à communiquer de manière très claire sur la situation. Donc normalement, vous savez dans quoi vous investissez. Vous avez la possibilité d'investir tout simplement déjà, parce que quand vous êtes un particulier, ce n'est pas forcément simple d'accéder directement à des financements si les entreprises ne sont pas cotées. Et vous allez pouvoir vous diversifier. Vous allez avoir un portefeuille. Le conseil qu'on donne aux particuliers, c'est d'investir régulièrement et de manière diversifiée. Ça peut être fait en direct, ça peut être fait à travers des fonds. Mais vous voyez, les investisseurs, ça fait partie des techniques qui vous permettent de vous exposer à ce qu'on appelle un couple risque-rendement, qui est favorable.
qui ensuite se transforme pour être un financement d'entreprise, mais en tant qu'investisseur, vous voyez, du côté de l'épargnant, il va avoir une promesse ou une attente qui correspond à un certain degré de risque et de rendement. Généralement, on associe à une durée d'investissement. Et les marchés boursiers, le marché action, est de loin le meilleur producteur de rendement. Donc la question, pour revenir à votre angle initial qui était ces questions d'épargne, sans doute dans les manques, pour revenir à votre toute première question, est celui de dire que notre système a tendance à influencer les comportements d'épargne vers des couples risque-rendement qui ne sont pas favorables. Et ça, c'est très dommage parce qu'on en pâtit du point de vue de l'épargnant et du point de vue de la destination du financement des entreprises. Merci Delphine. Très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps, si on devait faire une action prioritaire, Mehdi, pour garantir une action à lancer maintenant, pour renforcer la souveraineté économique, ce serait quoi très rapidement? Un truc à changer, allez. Alors à changer, en tout cas à renforcer le lien entre recherche publique et entreprise à deux échelles différentes. Renforcer le poids des sites, des territoires, comme ici, avec une action nationale et trouver cette bonne articulation pour renforcer ce lien entre entreprise et recherche publique. Jérôme, rapidement, une action. Une action. La pédagogie, de prise de hauteur et les réseaux, il ne faut pas en avoir peur, il faut travailler ensemble. Delphine, rapidement. Orienter l'épargne vers les investissements de long terme. Belle synthèse. Voilà. Belle synthèse. C'était la question précédente. Merci beaucoup, merci à vous.